Alors, au niveau des arcanes majeures, la structure est pensée, graphique, pardon, est pensée pareil, puisqu'on a toujours une carte avec une espèce de trait ici, de démarcation, autour du titre qui est écrit en majuscule. Vous l'aviez déjà dans le trou black. Voilà, avec le reflet, ça va aller comme ça. Déjà dans le trou black, le trait et le nom en majuscule, avec zéro chiffre, ni des romains, ni des pas romains, pas de chiffre. Ça, pour moi, je dois avouer que c'est quelque chose qui est très perturbant. Je sais que ça peut être intéressant quand on harmonise les majeurs et les mineurs comme ça. On essaie de casser un petit peu la différence entre ces deux sphères, ça permet d'homogénéiser un petit peu, ça peut être intéressant de s'imaginer entre guillemets une absence de hiérarchie entre ces deux corps qui fonctionnent, qui forment le tarot tous ensemble. Mais c'est vrai que quand on n'est pas... déjà pour les débutants, c'est pas facile. Pour savoir dans quel ordre il faut chercher les cartes dans le livret, ça peut poser problème. Pour reconnaître aussi la place de chaque arcane dans la suite, parce qu'elle forme quand même une espèce de suite cohérente, c'est pas évident. Sachant qu'il y a aussi des différences en fonction des traditions, en fonction du rider, du tot ou autre. Il y a des cartes selon les personnes qui changent de place. Notamment, ce qui est connu, c'est la force et la justice qui peuvent être inversées. En gros, la position 8 et 11 ou quelque chose comme ça, elle s'inverse en fonction des jeux, pour des raisons qui s'expliquent, c'est pas anodin, c'est juste que moi, ça m'intéresse pas trop, je suis pas une experte de ça, mais ça s'inverse. Et du coup, de savoir quel est le choix de l'auteur dans le jeu donné, est-ce que lui, le chariot, il va être suivi de la force, ou est-ce qu'il va être suivi de la justice? Donc c'est valable à la fois quand je regarde mes cartes, mais c'est valable aussi quand je cherche dans le livret. Je trouve ça dommage. Et pour les gens qui ont des soucis de mémoire, des soucis de concentration, c'est quand même cool d'avoir les chiffres d'une façon discrète ou... Voilà, ça, moi je trouve que ça peut manquer un peu. Ça fait penser aussi à un oracle, et c'est pour ça, encore une fois, je trouve ça intriguant, parce qu'il utilise les codes du tarot, évidemment, ce sont des tarots, il les market comme ça, mais quand on regarde l'objet, il y a une forme de neutralisation et de disparition du terme tarot ou des repères tarot. Ça, pour moi, c'était vraiment intriguant. Donc, comme dit, pas de chiffres, homogénéisation entre les arcanes majeures et les mineurs. J'aurais un oracle, vous voyez, j'aurais la même chose, quoi. Donc ça, c'était très étonnant pour moi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas non plus s'il a donné des interviews, nombreuses ou pas, sur son jeu. Donc ça vaudrait le coup de regarder. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui tomberont par hasard sur cette vidéo et qui le savent et qui pourront l'indiquer en commentaire. Ce serait super intéressant. Sinon, il faudrait prendre le temps de faire des recherches par la suite, voire peut-être même lui écrire. Sait-on jamais. Au niveau du contenu, maintenant, si on dépasse l'aspect donc visuel, l'aspect matériel, le éphémère tarot, il se revendique comme étant vraiment différent. Il a travaillé avec Matorin, je ne sais pas si c'est Matorin qui a fait ses décisions ou si Arthur Wong avait déjà conçu le jeu avec l'histoire du monomythe, ça je ne sais pas. Mais du coup, dans celui-ci, a fortiori, on s'éloigne complètement du tarot. Je sais bien qu'il y a le même nombre de cartes, il y a le même genre de suite avec 21 ou 22, parce qu'à chaque fois il y a une carte supplémentaire. De toute façon, dans celui-ci, il y a également une carte supplémentaire. Une fois que vous arrivez au niveau du monde, derrière vous avez Anant, et il explique bien dans le livret, c'est un emprunt à la tradition hindoue. Donc on est à 22 au lieu des 21. Et ici, il y a aussi 22 cartes. Mais là, c'est encore différent, parce que je ne sais pas, sans l'avoir étudié profondément ou sans avoir pris des notes pour retenir ce que je lis, si ici ça pourrait être le fou, ici ça pourrait être, vous voyez, la haute prêtresse, etc. C'est pensé différemment, c'est vraiment aligné sur le monomythe. Et donc le monomythe, pour les personnes qui ne savent pas, je vais juste rappeler ça rapidement, c'est une création de Joseph Campbell. Donc c'est autour de ça qu'il y a eu notamment les analyses sur les arcanes majeures comme étant le journal spirituel ou l'espèce de voyage spirituel du fou, en fait. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, je me rappelle pas l'avoir déjà vu dans un tuyau de tarot, tout le monde parle du voyage du fou, personne ne dit d'où ça vient. On fait comme si c'était une connaissance universelle, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Mais là, Matorin, qui fait son travail historique correctement, vous cite la source. Il vous dit c'était en 70, c'était Eden Gray, je vous le cite à la française, et donc c'est lui, a priori, qui a posé c'est elle, pardon, c'est une femme. C'est elle qui a posé cette interprétation du voyage du fou. Ça vient de là, il le dit. Et ensuite, il y a l'explication que c'était une forme de travail symbolique et aussi un peu de travail psychologique qui, en fait, prend sa racine sur Joseph Campbell. Si je me trompe pas, Joseph Campbell, c'est dans les années 50. Là, il ne met pas la date. Donc c'est avant, c'est déjà au moins une décennie avant ce qu'a écrit Eden Gray.
Et il rappelle ce que c'est donc le monomythe, qui est une création moderne, qui se veut universalisante de tous les grands traits de storytelling. Aujourd'hui on dirait storytelling, mais en tout cas on dit en français c'est les principes de narration. Donc c'est toutes les études de narration comparée ou de narratologie comparée. Ce monsieur, il a croisé à la fois les principes de narratologie et les principes de psychologie venant de Carl Jung. Donc en fait il y a plusieurs disciplines qui se croisent et qui se rencontrent pour former quelque chose. Ça a été ultra critiqué, hein. Le travail de Joseph Campbell, c'est encore rigolo qu'on y revienne toujours parce qu'on était en 2022 ou 2023, je sais plus quand c'est sorti, et il a été débunké à des tonnes de fois, le travail de Joseph Campbell, comme étant problématique pour plein de raisons. Le travail de Jung, il est souvent mal lu, mal interprété, et même quand on l'interprète bien, il est aussi critiquable par plein d'aspects. Mais les gens continuent de le remettre au goût du jour jusqu'à 2024 à s'en servir pour faire des trucs. Moi, personnellement, ça me fascine. Et je voulais voir ce que ça donnerait. Je m'étais demandé si je m'en servirais comme d'un oracle. Je m'étais demandé si j'arriverais à m'en servir comme tarot. De toute façon, au pire, ça fait un tarot d'études qui est quand même excellent parce qu'il me fait revisiter justement le travail d'Eden Gray. Ça mériterait encore une fois d'aller voir l'original. Ça me fait visiter un peu ce que Matorin il peut en dire et comment lui peut le concevoir. Et ça repart sur Campbell, que j'ai déjà étudié dans d'autres jeux. On en avait parlé dans notamment la suite Patreon, donc c'était quoi? C'était 2020, 2021. J'avais fait une analyse pour le coup ultra détaillée de l'oracle des archétypes de Kim Krans, avec ses cartes circulaires. Et justement, Kim Krans, elle est complètement versée dans ce truc qui est assez sectaire aux États-Unis pour plein de raisons, mais j'ai pas le temps de le résumer ici, je m'en excuse, donc je laisse à chacune le devoir d'aller faire ses leçons. Et donc, elle est partisane de une certaine université carrément qui a fondé toute une discipline de narratologie et tout psychologique depuis les travaux de Joseph Campbell. Donc c'est un truc qui est vraiment dans l'univers du tarot. Aux États-Unis, ça perdure et c'est hyper fréquent. J'avais envie au minimum de toute façon m'y confronter, regarder comment c'est fait, comment ça marche, les petits rouages, est-ce que ça répond en tirage, est-ce que j'ai des entités, des alliés, moi, en tant qu'animiste et polythéiste, est-ce que j'ai des alliés à qui ça convient, qui me répondent bien dedans. De toute façon, je tire aussi parfois, en tout cas je tirais parfois pour d'autres personnes, et il y a des jeux qui me correspondent pas du tout, mais qui sont nécessaires dans les tirages clients, parce que ça correspond mieux à leur façon de penser, à leur façon d'être, à leur langage, leurs imageries, tout ce qu'on veut. Donc, de toute façon, je voulais voir. Si je reprends, donc rapidement, on est sur des trucs complètement différents. Là, vous avez vraiment le voyage du fou, avec les arcanes que vous connaissez, le magicien, l'impératrice, l'empereur. Les noms ne sont pas revus, ils ne sont pas inclusifs, etc. Le hiérophant, les amants, on va dire ça comme ça, le chariot, la force, l'ermite. Là, on a la destinée qui était un petit peu réécrite, donc c'est la carte en fait de la roue de fortune, normalement. La destinée, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour. Vraiment trop incroyable cette tour. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, et comme dit, cette fameuse carte supplémentaire de Anante. Et ici, vous êtes sur un truc incroyable, complètement différent. Les cartes sont pensées d'ailleurs comme des triptyques, j'aurais dû le dire aussi. Et là, je vois qu'il y a une carte qui n'est pas à sa place. Attendez. Oui, il y a des petites cartes qui ont été mélangées. Donc, le Seeker, il n'est pas là. Ici, vous avez l'origine, le rêve, Summon, il faudrait voir, mais c'est le fait d'invoquer. Donc, est-ce que c'est l'invocation ici, la chose, ou l'invoquer, la chose qui va être invoquée, ou est-ce que c'est l'invocatrice? Il faudrait vérifier. Je verrai plus tard. Donc, le combattant, l'alchimiste, le gardien, le voyageur. Je vous ferai une vidéo, comme dit, sans son, avec vraiment que les cartes. Dulcis, j'ai un trou de mémoire. Il faudra que je cherche, j'ai perdu le mot. Némésis, on l'utilise aussi en français, c'est le concept de l'espèce d'archétype de la vengeance. C'est un ennemi en fait pour nous, notre ennemi Némésis. Obscurio, qu'il faudrait vérifier à quoi ça correspond, mais donc dans Obscurio, vous reconnaissez, je vais y arriver, le terme d'obscurité. Au niveau des obstacles, soit les adjuvants, soit les obstacles, ça doit être quelque chose comme ça. Ici, vous avez la brûlure, le fait de brûler. Soit vous avez la brûlure, soit vous avez le brûleur, mais à mon avis, burner, ce serait différent. Donc là, ça ressemble plus à la brûlure. Vous avez la partie guérison. Vous avez le contrepoint. Et alors là, du coup, comme c'est une fameuse carte qui ressemble à la carte des amoureux ou des amants, justement, il a voulu diversifier les possibilités. Il explique, là j'ai par contre bien vérifié dans le livret avant, que c'est une
carte qui parle des relations. Et donc, les relations ne sont pas forcément codifiées comme étant ni amoureuses ni sexuelles. Il y a aussi les fraternités, les amitiés, etc. Il a varié avec, je crois que c'était ce que lui voulait. Hein. C'était homme et femme, homme et homme. Encore une fois, on remarque de toute façon toujours chez Arthur Wang des corps qui sont idéalisés à la grecque, qui sont toujours extrêmement minces et musclés. Bon, on a des peaux qui ne sont désormais plus que blanches. C'est plus facile sur justement une carte comme celle-ci que sur le fond noir comme c'était l'autre fois, mais on n'a aussi absolument pas de non-binaire. Hein. C'est toujours binaire, c'est toujours homme et femme, le non-binaire n'existe pas. En tout cas, pas visuellement, pas dans le concept, bon, c'est particulier. Mais du coup, c'est la carte du contrepoint. Je suis pas la meilleure personne pour parler de ça, je le disais en passant. La carte de la défiance, la carte du crescendo. J'espère que je ne suis pas sortie du cadre pendant que je parlais. Je suis désolée si c'est le cas. Donc le crescendo, la victoire, le sacrifice, l'ovation, la mort. Et on a deux autres cartes, l'héritage et le continuum. Vraiment, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ah, j'ai oublié le seeker. Je ne l'ai pas remis à sa place. C'était avec Defiance. Alors, comme je disais, quand il n'y a pas de chiffres et qu'on ne lit pas correctement, qu'on a des troubles de l'attention ou quoi, défiance crescendo. Donc c'est juste après le contrepoint en fait, hein. J'aurais dû m'écouter. Donc la question ici, moi que je me suis posée, d'ailleurs je reviens dessus. Voilà, Seeker, sa place c'était ici. Je ne sais pas si c'est expliqué dans le jeu, est-ce qu'il faut mettre une seule des cartes sur les trois dans le paquet en mélangeant, ou est-ce qu'on peut laisser les trois cartes et à ce moment-là on a trois contrepoints différents. Mais étant donné que les autres cartes sont toutes solitaires, on perturbe un petit peu l'écologie interne du jeu et la question des probabilités en fait. Si on a trois cartes contrepoints, ça rajoute des chances de la tirer là où les autres on n'a qu'une par occurrence. Mais voilà, je verrai ça plus tard. Au niveau visuel, on a quand même, enfin au niveau contenu pardon, au niveau symbolique, je vais y arriver, on a quand même des choses qui sont en répondance. Et ça, je pense que c'est bien pour ça qu'il parlait donc d'Eden Grey, qui a fait le voyage du fou, et il trouvait que le monomis, elle s'était inspirée du monomis, etc. Donc, tant qu'à avoir écrit, en fait, une trame symbolique qui s'appuyait sur le travail de Campbell, autant revenir directement au travail de Campbell et réécrire les arcanes majeures, à partir de ça, directement le monomythe. Revenir aux sources en fait, plutôt que de travailler toujours sur un truc qui se dégrade avec le temps et qui se base sur une source, mais on travaille pas sur la source, on travaille sur les occurrences suivantes. Là, on est allé plutôt au précédent, on est allé aux sources, je trouve ça super, et justement de voir ce qu'on peut faire en termes de langage symbolique, de choses comme ça. Clairement, on est sur des mots-clés qui se prêtent à l'oraculaire, moi je trouve, qui se prêtent à une lecture déconnectée du tarot et qui sont... qui parlent à la trame du monomythe. Mais voilà, Maturin, c'est quand même un auteur et un penseur aussi, et il a quand même bien réfléchi aux questions de trame, de narration, d'archétypes, de symboles. Donc il a, je suis persuadée, voulu reprendre vraiment quelque chose qui permette de retomber sur ses pieds. Et c'est ça qui peut être intéressant, et c'est pour ça je pense que ça peut être intéressant de voir le carte à carte pour voir comment il réécrit ces étapes. Comment il réécrit la différence entre... un fou, un archétype fou ou un archétype monomythe, voyez, mais ils vont être en répondance quand même, forcément, c'est obligatoire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je commençais à perdre un petit peu mes mots et mes idées. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, si j'ai buté, s'il y a des erreurs qui sont passées, qui sont un peu plus gênantes au niveau du contenu, si j'ai confondu un mot pour un autre. Évidemment, il n'y a pas de problème avec ça, je ferai les corrections supplémentaires. Et surtout, si vous avez des petites précisions sur les questions matérielles, si vous y connaissez en histoire d'impression, la question des foils et des UV, ou même autre chose, j'ai laissé des choses un peu en suspens en disant que je ne savais pas. Si jamais vous avez la réponse, ça peut être super intéressant. Je vous remercie très fort de votre attention. J'espère que c'était quand même un minimum suivable, clair jusqu'ici. Et puis je vous dis à la prochaine.